Bonjour, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui traite la notion d'énergie potentielle électrostatique. On considère un espace qui est délimité par un pointillé et dans cet espace, il va régner un champ électrostatique. C'est-à-dire en chaque point de cet espace, vous avez un vecteur champ électrostatique. Et je vais considérer l'espace au-delà de cette zone en pointillé comme étant l'infini. Vous savez que lorsque on tend vers l'infini, le champ s'annule. Donc, si on place une charge ponctuelle dans cet espace, cette énergie va acquérir une énergie potentielle électrostatique. L'origine de cette énergie, c'est l'existence d'un champ électrostatique. Donc, avant d'entamer la procédure de calcul de cette énergie, je vais faire une petite analogie avec ce que vous connaissez déjà, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. C'est une énergie dont l'origine, c'est quoi? C'est le champ de pesanteur. Une masse qui se trouve à une latitude h, elle a une énergie potentielle égale mgh. M c'est la masse, g c'est l'accélération de la pesanteur et h c'est la hauteur. Donc c'est une énergie dont l'origine c'est le champ de pesanteur. On va voir comment on a procédé pour calculer cette énergie. Donc c'est quoi cette énergie? C'est l'énergie, ou bien c'est le travail nécessaire pour déplacer la masse m de la position initiale, c'est-à-dire au sol, comme référence d'énergie potentielle nulle, jusqu'à sa position H, c'est-à-dire à la hauteur H. Cette force va déplacer cette masse de façon quasi statique, c'est-à-dire sans lui donner d'énergie cinétique. Donc, cette force doit être parallèle à la force de poids et de sens opposé, puisqu'elle va essayer de compenser le poids, mais de module égal au module de poids. Donc voilà, vous connaissez déjà ça. Donc, si vous calculez le travail de cette force, de la position initiale à la position finale, donc on va voir comment on va vous intégrer, vous allez avoir votre formule que vous connaissez dans EMGH. On va procéder de la même manière pour calculer l'énergie de potentiel électrostatique de cette charge qui se trouve placée dans un champ électrostatique. Donc on va déplacer cette charge à l'infini, là où l'énergie, puisqu'il n'y a pas de champ à l'infini, donc son énergie est nulle. Donc il va calculer le travail fourni par la force, une force qu'on va exercer pour déplacer cette charge de l'infini à sa position initiale. Cette force, elle doit s'opposer à la force électrostatique qui va essayer de bloquer ce déplacement, ou bien d'empêcher ce déplacement. Or, dans ce cas-là, vous avez un champ qui est parallèle. Si vous prenez la charge positive, alors la force électrostatique, il va s'opposer au mouvement. Donc cette force électrostatique doit être opposée de sens opposé à la force électrostatique, mais de même module. Donc la force doit être l'opposé de la force électrostatique qui est égale à Q fois le champ. Donc le travail élémentaire de cette force, comme vous le connaissez, c'est le produit scalaire de ces deux vecteurs, dr sur les déplacements élémentaires. Donc le travail total de l'infini au point M, c'est l'intégrale de l'infini jusqu'au point M de travail élémentaire. Si vous remplacez la force par son expression, vous allez voir ce terme-là. C'est quoi? C'est une notion que vous connaissez déjà, c'est la circulation élémentaire, dc, qui est égale à moins dv. Donc, si vous intégrez, c'est la variation du champ de potentiel entre les deux points, l'infini et le point M. Or, à l'infini, on a dit que le potentiel et le champ sont nuls. Donc, l'énergie électrostatique de cette charge placée dans un champ, c'est la charge multipliée par le potentiel au point M. Ce potentiel-là, ce n'est pas le potentiel dû à la charge Q, mais c'est le potentiel qui existait avant l'arrivée de la charge Q, c'est-à-dire dû au champ qui règne dans l'espace. On va faire de la même manière, c'est la même procédure, et on va calculer l'énergie potentielle d'un ensemble de charges ponctuelles, c'est-à-dire une distribution discrète de charges. Maintenant, dans notre plan, dans notre espace, on va placer trois charges ponctuelles, Q1, Q2, on va travailler uniquement pour 3, puis on va généraliser pour n charges. Avant de placer les trois charges, il n'y avait pas de champ électrostatique dans notre espace. C'est-à-dire que le champ est nul. Donc, mais une fois que les charges sont placées dans l'espace, donc à chaque point de cet espace, vous avez un champ qui est la somme des trois champs
produit par les trois charges. Donc cet espace, en chaque point de cet espace, vous avez un champ électrostatique. Donc on va déplacer les trois charges à l'infini. Et puis on va calculer le travail fourni pour déplacer chacune de ces charges vers sa position initiale. Or, lorsqu'on a déplacé les charges à l'infini, notre espace il est dépourvu de champ. C'est-à-dire à chaque point de cet espace, vous avez un champ nul et par conséquent un potentiel nul. Donc au point P1, P2 et P3, nous avons des potentiels qui sont nuls. Donc le travail fourni pour déplacer la première charge vers le point P1, c'est quoi? C'est Q1 fois le potentiel au P1 avant l'arrivée de Q1. Donc c'est égal à 0. De même pour Q2, maintenant lorsque Q1 est placé en P1, notre espace, dans notre espace, il y a un champ qui est créé par la Q1. Donc, et au point P2, nous avons un potentiel créé par la charge Q1. De même, au P3, vous avez un potentiel créé par Q1. Donc, le travail fourni pour déplacer cette charge Q2 point P2, c'est Q2 multiplié par le potentiel au point P2. C'est le potentiel créé par Q1. Donc, voilà, c'est Q2 fois le potentiel créé au point P2 par V1 dans la formule suivante que vous connaissez déjà. Donc, ces deux charges sont placées à leur position initiale. Donc, ces deux charges ils vont créer un champ à l'intérieur de cet espace. Donc, à chaque point de cet espace, vous avez un champ résultant des deux champs créés par les deux charges. Donc, au point P3, nous avons un potentiel qui est la somme des potentiels créés par les deux charges. Donc, le travail fourni pour déplacer Q3 à P3, c'est Q3 multiplié par le potentiel au point P3 qui est égal au potentiel créé par les deux charges. Donc, c'est Q3 fois le potentiel créé par les deux charges au point P3. Donc, voilà la formule. Maintenant, nos trois charges ont une énergie qui est égale à la somme des énergies, ou bien à la somme des travaux fournis pour déplacer les trois charges. Voilà. Donc, on a une égalité. On va multiplier les deux termes de ces égalités par 2. Et comme ça, on aura l'expression suivante. Donc, on va regrouper les termes. Vous avez 6 termes à droite. On va les regrouper 2 à 2. On commence par les deux extrêmes. Donc, on factorise par Q1. Vous aurez ce terme-là. Puis, la même chose pour les deux. On factorise par Q2. Et le troisième factorise par Q3. Maintenant, on va s'intéresser à ces termes-là. On va voir de quoi il s'agit. Donc, pour le premier terme, vous avez Q1 multiplié par ce terme-là. Ce terme-là, c'est quoi? C'est le potentiel créé par les deux charges Q2 et Q3 au point de la charge où existe la charge Q1, c'est-à-dire le point P1. Donc, on va noter V1. Pourquoi V1? On va noter c'est le potentiel créé par toutes les charges, sauf la charge Q1 au point P1. De même, pour l'autre terme, c'est Q2 multiplié par ce terme-là, qui est le potentiel produit par la charge Q1 et Q3 au point P2. C'est-à-dire, voilà. De même pour Q3 multiplié par ce terme-là. Ce terme, c'est le potentiel créé par la charge Q1 et Q2 au point P3. Ça. Donc la formule, ça va être. Donc l'énergie, c'est quoi de une charge? C'est 1,5 facteur. La sommation sur le QI VI. Au VI, c'est quoi? C'est le potentiel créé par toutes les charges, sauf la charge I au point PI. Il faut retenir ça puisqu'on va l'utiliser par la suite. Maintenant, on va continuer la même procédure, mais pour les distributions continues de charge. Commençons par la distribution surfacique. Maintenant, dans notre espace où règne un champ électrostatique, on va placer une surface chargée avec une densité surfacique de charge uniforme, et voilà une surface S. Pour pouvoir appliquer cette formule, on va découper cette surface en un nombre infini d'éléments de surface ds infinitésimal. Chaque élément ds, elle va contenir une charge dq1. Chaque élément ds va contenir une charge dq1 qui est tellement petite qu'on peut la considérer comme ponctuelle. Et comme ça, on va pouvoir appliquer cette formule. Donc, l'énergie de Q1, de dQ1, c'est qui se trouve dans un champ électrostatique. C'est quoi? C'est 1,5 fois la charge dQ1 fois le potentiel auquel il est soumis ce dQ1. C'est-à-dire le potentiel créé par tous les dQ au point de dQ1. Et puis, on va faire une sommation. Puisque c'est un nombre infini, donc on peut pas faire mais on va intégrer. Donc, l'énergie
potentiel électrostatique de ces distributions sur une intégrale sur toute la distribution. Puisqu'on a une distribution surfacique, donc on a une double intégrale, on va remplacer dQ par la densité. Or, on va, si vous voulez, garder cette expression, on va l'appliquer, même chose pour les autres distributions linéiques, on va juste remplacer dQ par son expression, et volumique. Maintenant, on va voir l'énergie électrostatique d'un conducteur en équilibre. Vous savez qu'un conducteur en équilibre, parmi ses propriétés, que les charges ils sont réparties. Hein, les charges sont réparties sur la surface du conducteur. En plus, le conducteur a un potentiel constant, que ce soit en volume ou bien en surface. Et ça va faciliter le calcul d'énergie. Donc, on va appliquer la formule relative à la distribution surfacique. Et vous avez potentiel constant, la distribution constante pour un conducteur en équilibre. Donc, on va les faire sortir de l'intégrale. Et le reste, on va intégrer sur la surface. Et voilà. Et ce terme-là, vous connaissez, c'est la distribution surfacique multipliée par la surface. Ça va donner la charge totale du conducteur. Et voilà. La surface, donc l'énergie, c'est 1 demi QV. Et on peut jouer, remplacer Q par l'expression, puisque Q égale la capacité, c'est 6 fois le potentiel. Donc on va jouer sur les paramètres pour trouver l'énergie en fonction de QC ou bien QEV, etc. Hein? C'est quoi cette énergie? C'est l'énergie nécessaire pour amener un conducteur de capacité C au potentiel V. Donc, si vous avez un conducteur et vous voulez maintenir un potentiel V, on va le brancher à un générateur. Donc, ce générateur, il doit fournir une énergie. Donc, il doit soit injecter des charges, soit absorber des charges pour équilibrer, hein, pour garder, bien pour fixer le potentiel de ce conducteur à la valeur V. Maintenant, on va la même chose pour un ensemble de conducteurs. C'est comme si vous avez un ensemble de charges. Donc, il suffit de faire une sommation. Hein, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. C'est une simple expression. Donc, c'est une sommation sur les énergies, hein, de chaque conducteur. Le cas, pour finir, on va voir le cas d'un condensateur. L'énergie électrostatique d'un condensateur. On va profiter de cette expression. Un condensateur, c'est quoi? Un condensateur, c'est un ensemble de deux conducteurs en équilibre qui sont en influence. Influence, ça veut dire que les charges des deux armatures, des deux conducteurs, en module, c'est la même charge, mais de signes opposés. Hein. Ça va facile. Donc l'énergie d'un condensateur électrostatique, c'est quoi? C'est la somme des énergies de deux conducteurs. Voilà. Et on va remplacer Q1 par moins Q2. Et on va voir, hein, l'expression en fonction du potentiel. Mais attention, toujours la différence de potentiel, c'est le potentiel élevé moins le potentiel moins élevé. Donc, pour éviter la confusion, on va utiliser la valeur absolue. Donc, vous mettez toujours l'énergie, c'est quoi? C'est la valeur absolue de la tension, hein, multipliée par la valeur absolue de la charge. Et c'est tout. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rester chez vous.